Dans le monde de Yoram, les donjons et les monstres sont monnaie courante. À leur côté, des pouvoirs et des gens aux capacités spéciales peuvent relever des défis dangereux. Pour gérer cela, l'association des explorateurs encadre ses membres et les envoie en mission. Parmi eux se trouve un groupe connu sous le nom des 7 étoiles. C'est l'un des groupes d'explorateurs les plus respectés de Yoram, dont Nana, nom de code Lumière Vive, une guerrière aguerrie. Elle a rejoint le groupe pour aider son frère qui s'est occupé d'elle toute sa vie. Son enfance a été rude, et elle voyait la voie de l'explorateur comme une chance d'améliorer sa vie. Cependant, pour son frère, protagoniste de cette histoire, son monde est sur le point d'être ébranlé, et il devra affronter ce qu'il n'avait jamais imaginé. Notre histoire commence par une bataille intense. Une jeune guerrière affronte des insectes géants dans un donjon, mais elle est en difficulté. Les insectes ont l'avantage du nombre, car ils se multiplient lorsqu'ils commencent à perdre. Grâce à cette supériorité numérique, ils frappent, rendant la tâche de la jeune fille encore plus difficile. Soudain, surprise, elle est heurtée de plein fouet par un insecte et s'écrase au sol, quasi impuissante. Sur le point de s'évanouir, elle s'excuse auprès de son frère pour une promesse qu'elle ne pourra pas tenir. Quelque temps plus tard, par une journée calme en ville, Ru, le frère de la jeune fille, rentre des courses. Un de ses amis l'aborde, lui dit qu'il a acheté beaucoup de nourriture et lui demande si sa sœur Nana rentre aujourd'hui. Ru répond que oui, car elle revient d'une expédition commencée il y a plusieurs jours. Le protagoniste demande à son ami comment se passe sa vie de chasseur. Koji Shimura répond que ça se passe très bien, et qu'il devient un meilleur guérisseur chaque jour. Puis il lui dit au revoir, mentionnant qu'il doit aller travailler. Pendant ce temps, les autres disent que Ru a la vie facile alors que sa sœur risque la sienne dans les donjons, et trouve injuste qu'il est une parente membre des 7 étoiles. C'est alors que Koji les gronde, disant que par le passé, Nana vivait dans le bidonville et mourait de faim jusqu'à ce que Ru l'aide et la sorte de cette vie. De plus, ils ont tous les deux dû survivre longtemps en cherchant de la nourriture et en vivant dans l'ombre. Les autres comprennent, mais pensent que Ru vit au crochet de sa sœur et ne mérite pas sa vie, affirmant que si elle meurt, il retournera probablement à cette vie de pauvreté. Pendant ce temps, le protagoniste rentre chez lui et commence à préparer les ingrédients qu'il a achetés. Il pense que sa sœur sera bientôt de retour, alors il se dépêche de préparer le repas. Et c'est ce qu'il fait, en essayant d'être le plus rapide possible. Mais même ainsi, il prépare le repas avec soin jusqu'à ce que, finalement, Ru termine de cuisiner. Mais comme sa sœur n'est pas encore arrivée, il trouve étrange qu'elle soit en retard. L'heure de son retour est déjà largement dépassée. Les heures passent, et Ru finit par s'endormir à la table de la cuisine jusqu'à ce qu'un appel téléphonique le réveille. Lorsqu'il répond, la personne au bout du fil se présente comme étant de l'association des explorateurs et souhaite parler à un membre de la famille de Nana. La personne l'informe alors tristement que Nana est morte lors de sa dernière expédition. Elle a été attaquée par un monstre et retrouvée il y a 2 heures. Ru est profondément bouleversé par la nouvelle, mais l'employé de l'association lui demande de garder cela confidentiel car il serait mauvais pour eux que l'on apprenne qu'un membre des 7 étoiles est mort dans un donjon. Enfin, on lui dit que Ru recevra une compensation financière et des avantages dans le mois suivant l'incident. Après avoir raccroché, le protagoniste est dévasté. Il ne s'attendait pas à perdre sa sœur de cette manière. Les moments qu'ils ont partagés défilent dans l'esprit de Ru. Depuis leur enfance, Nana crée toujours des ennuis. Jusqu'au jour où elle a décidé de canaliser cette énergie dans quelque chose d'utile et a rejoint l'association des explorateurs. Nana savait qu'elle pouvait compter sur son frère pour s'occuper de tout pendant qu'elle travaillait loin de la maison. Et elle avait promis que rien ne lui arriverait, pour que son frère ne s'inquiète pas. Cependant, le protagoniste se souvient que sa sœur avait dit aller dans un donjon de rang A, mais au téléphone, on lui a dit qu'elle était dans un donjon de rang S. Il sait que l'association utilise un programme spécial pour enquêter sur les causes lorsqu'un incident se produit dans un donjon de classe S ou supérieure, surtout s'il implique un donjon des 7 étoiles. Mais cette fois, ils ont ignoré le programme et contacté la famille directement. Ru se demande donc s'ils ont élucidé ce qui s'est passé dans un donjon de rang S en seulement 2 heures. 5 jours plus tard, à l'association des explorateurs, Ru s'y rend pour clarifier certaines choses. Il rencontre l'un des dirigeants de l'organisation, Rukuto Aotu, qui demande à Ru s'il a d'autres questions depuis le rappel. Le protagoniste répond simplement qu'il veut devenir un explorateur. Rukuto Aotu est surpris par la réponse. Il dit alors que devenir explorateur est dangereux. De plus, il ajoute que Ru n'a aucune capacité, et n'est donc pas qualifié pour ce travail. Il dit aussi que si la sœur de Ru était encore en vie, elle voudrait le voir vivre en paix, et non dans une telle situation. Cependant, le protagoniste dit que selon les règles de l'association des explorateurs, un parent d'un explorateur peut le devenir quelle que soit sa capacité, ce qui signifie qu'il peut devenir explorateur. Face à cela, le chef de l'association accepte et dit à sa secrétaire de s'occuper des détails. Rukuto dit aussi que quoi qu'il arrive, Ru sera toujours le bienvenu dans leur organisation. Le protagoniste répond par un regard froid, ce qui inquiète beaucoup Rukuto pour l'avenir du garçon. Quoi qu'il en soit, Ru est enregistré et reçoit sa carte d'explorateur, mais il ne semble pas en être heureux. Plus tôt, Rukuto a dit que la personne qui était avec Nana a utilisé un objet spécial pour s'échapper.
Et dès qu'il est sorti, Yoram a commencé à préparer une équipe de sauvetage. Ils ont utilisé un objet spécial pour vérifier la situation à l'intérieur du donjon. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas retrouvée vivante. Ru mentionne que Nana avait dit que c'était un donjon de rang A, mais Rukuto affirme que non, d'après ce qu'il a entendu, ils ont été envoyés dans un donjon scellé de rang S. Et peut-être a-t-elle menti pour que Ru ne s'inquiète pas. Le protagoniste n'a pas accepté cela et pense que le sacrifice de sa sœur n'a rien d'un acte noble. Il veut découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. À un autre moment, à l'extérieur d'un donjon de rang D, un groupe d'explorateurs se prépare à entrer. Certains d'entre eux discutent et essaient de deviner ce qu'ils trouveront à l'intérieur. D'autres veulent juste combattre des monstres et vivre une aventure. Quoi qu'il en soit, tout le groupe entre. À l'intérieur, certains discutent entre eux jusqu'à ce qu'une recrue arrive en essayant de s'intégrer. Les plus expérimentés parlent des dangers du lieu, mais disent qu'il est inutile d'expliquer car la recrue apprendra en le voyant par elle-même. Puis ils remarquent le protagoniste seul et se disent qu'il est aussi une recrue. Un des anciens dit au protagoniste que si c'est sa première fois, il devrait rester avec eux et ne pas s'éloigner. Au milieu de cela, ils entendent un cri venant des profondeurs du donjon, et tout le monde prend très peur. Après tous ces cris, le groupe se demande ce qu'il doit faire. Ils sont là en soutien, et leur travail consistait seulement à accompagner le groupe principal. Mais maintenant que le plan a échoué, ils ne savent pas comment réagir, et n'ont même pas reçu de formation pour cela. En entendant cela, Ru a pensé qu'il avait manqué la formation car il n'avait pas suivi le processus normal, mais a découvert qu'il n'y en avait jamais eu. Généralement, le terme d'explorateur désigne les spécialistes du combat. Seuls ceux de rang D et supérieurs ont le droit de combattre. Les explorateurs de soutien sont composés de civils et d'explorateurs de rang E, essentiellement des travailleurs à temps partiel qui font des petits boulots dans les donjons. À ce moment-là, les explorateurs expérimentés appellent le soutien, alors ils décident de s'y rendre car ils ont un travail à faire. Une fois sur les lieux, ils découvrent quelques victimes, et le spectacle n'a rien d'agréable. La recrue en est même malade, ce qui irrite l'un des explorateurs expérimentés. Mais une de ses coéquipières l'attrape par le bras, lui disant qu'il doit se calmer. Elle dit à toute l'équipe de soutien de rester groupée. Après quoi, l'équipe de combat s'en va, laissant le soutien faire son travail. La recrue demande s'il a fait quelque chose de mal. Ru répond qu'il a manqué de respect aux morts et à leurs proches. À cela, la recrue répond que c'est sa première fois et qu'il n'a pas pu contrôler sa réaction. Le protagoniste dit que les explorateurs le savaient, c'est pourquoi ils ne l'ont pas puni. La recrue demande comment Ru en sait autant, puisque c'est aussi sa première fois. Ru dit qu'il l'a entendu de quelqu'un. Il se souvient d'une fois où sa sœur lui racontait une de ses expéditions. À cette occasion, Nana a raconté qu'une recrue s'était surestimée et était tombée dans une embuscade. Une autre recrue du soutien a vu le corps et a vomi. Un ami de celui qui est mort est devenu furieux et a puni cette recrue. Elle a essayé de l'arrêter, mais c'était trop tard. Ru a dit qu'une telle punition semblait excessive. Sa sœur était d'accord, mais a ajouté que les explorateurs voient toujours les membres de soutien comme inférieurs. De retour au présent, un des gars dit à Ru d'arrêter de traîner et de se mettre au travail. En réponse, Ru dit que le corps du monstre doit être nettoyé. L'aîné dit qu'en tant que novice, Ru devrait commencer par quelque chose de plus simple. Il explique aussi que pour finir un donjon, ils doivent détruire le noyau, et il indique la direction. Mais pour briser le noyau, ils doivent d'abord abattre le gardien. Quel que soit le type de monstre, son corps ne dure que 30 minutes après sa mort. Cependant, pour les gardiens, le compte à rebours ne commence qu'après la destruction du noyau. Le novice demande pourquoi il y a tant de cadavres de monstres partout. L'un d'eux répond qu'ils ne peuvent pas sortir les corps des donjons. Mais en battant un gardien, il y a une chance d'obtenir des armes ou de l'équipement. Avec de la chance, peut-être même un livre de compétences. Des objets rares apparaissent aussi parfois. L'aîné dit que s'il se soucie tant du butin, il devrait aller voir les explorateurs de combat. Un autre dit que le donjon se fermera 30 minutes après la destruction du noyau, alors il ferait mieux de se dépêcher. Après leur départ, il dit qu'ils remettront le butin, et que les novices pourront rentrer chez eux et seront payés sous 3 jours. Il ajoute aussi que ce n'est pas parce que le soutien ne combat pas que c'est sans danger. Il conseille donc aux novices de s'entraîner s'ils veulent vivre plus longtemps. Car s'ils peuvent courir vite, ils survivront plus longtemps. Contrairement à l'autre novice, Ru devient déterminé à devenir plus fort. 2 jours après son premier donjon, Rukuto trouve Ru et lui demande comment s'est passé le travail. Ru répond que c'est épuisant et dangereux. Rukuto lui demande alors si le trésor ne l'a pas tenté. Ru dit que rien de tout cela ne vaut la peine de risquer sa vie. Après avoir entendu cela, Rukuto réfléchit en silence et dit que Ru ressemble beaucoup à sa sœur. Il trouve ça un peu étrange car il prétend que grâce à l'héritage de sa sœur, Ru pourrait bien vivre le reste de sa vie. Il lui demande donc quel est le véritable objectif de Ru. Ru dit qu'il ne peut pas se la couler douce avec l'héritage de sa sœur, et qu'il est sûr que Rukuto a entendu toutes les rumeurs le traitant de déchet, vivant à ses crochets. C'est pourquoi il en a assez de vivre alors que les gens chuchotent dans son dos. Rukuto dit que la mort de sa sœur a été gardée secrète pendant un temps, mais qu'on finira par remarquer que Ru est le seul héritier, et il dit que c'est une bonne chose qu'il veuille devenir plus fort par lui-même.
et il a quelqu'un à lui présenter. Charlie List rencontre Rue et dit que son vieil ami lui a amené un autre jeune apprenti. Rukuto dit que c'est le mentor dont il a parlé et dit à Rue qu'il deviendra plus fort avec lui. Charlie examine Rue et dit qu'il a l'air assez faible, mais Rukuto lui dit qu'il est le frère de Lumière Vive. Sur ce, Charlie accepte de l'entraîner, mais dit que c'est la dernière fois qu'il accepte un apprenti de cette manière. Rukuto dit qu'il fait confiance à Charlie pour cet entraînement. Rue se présente alors, mais son entraîneur adopte un ton plus strict. Il dit que Rue profite du privilège de l'élite en s'entraînant ici. Charlie demande alors à Rue s'il comprend ce que cela signifie. Rue répond qu'il est conscient de ce qu'il dit. Les explorateurs sont classés de la classe EAS, mais au-dessus, il y a un rang supérieur appelé les 7 étoiles. Ceux qui appartiennent à l'élite ont des privilèges au sein de l'organisation, qui s'étendent même à leur famille tant que l'explorateur est en vie. Cependant, une nouvelle règle a été ajoutée qui avantage Rue, il a donc toujours accès à ses privilèges bien que sa sœur soit décédée. C'est une occasion en or, alors son entraîneur dit qu'il devra faire un choix. Mais Rue demande de quel choix il s'agit. Charlie explique qu'il y a 3 types d'entraînement, attaque, défense et vitesse. Il dit que les mots seuls ne suffiront pas, alors il va faire une démonstration. Ensuite, il utilise un mannequin d'entraînement pour démontrer une attaque, puis il fait de même pour montrer la défense. Et enfin, il démontre la vitesse. Ceci fait, il demande à Rue lequel il préfère. Rue y réfléchit et dit qu'il pense que la défense est la meilleure option. À un autre moment, au milieu d'un parc, Rue en profite pour s'entraîner et court sous un soleil de plomb jusqu'à ce qu'il s'arrête pour se reposer un peu. Comme il n'est pas habitué, il se fatigue vite et se demande même si cela va vraiment l'aider. Plus tôt, quand il a dit à son mentor vouloir s'entraîner en défense, Charlie a loué son choix. Il a dit que ses autres élèves choisiraient l'attaque pour se protéger, ou la vitesse pour avoir plus d'options pour fuir ou attaquer. C'est pour ça qu'ils sont tous morts. Charlie dit que Rue peut choisir son propre programme d'entraînement, il doit donc s'assurer de renforcer son corps. Rue demande si Charlie ne va pas l'entraîner. Son mentor dit que c'est inutile si Rue est à bout de souffle après une petite course. Il dit à Rue de s'entraîner seul et lui donne un délai de 2 mois. S'il n'atteint pas un niveau minimum, peu importe qu'il soit le frère de Lumière Vive, il l'abandonnera pour de bon. De retour au présent, Rue sait qu'il ne peut pas abandonner. Il reprend donc sa course après sa pause. Pendant la journée, il entraîne son corps. Et la nuit, il étudie l'ennemi en utilisant son ordinateur pour rechercher autant d'informations que possible. Rue veut enquêter davantage sur la mort de sa sœur, il a donc l'intention de mieux comprendre son ennemi. Il finit par réaliser que les bêtes mythiques sont extrêmement puissantes, et il n'est pas étonnant que Nana ait tant insisté pour le tenir éloigné du métier d'explorateur et des donjons. Le lendemain, il reprend sa routine. Des jaloux ont remarqué que Rue a encore acheté de la viande, et pas seulement ça. Ils savent qu'il va à la station de repos tous les jours, un endroit pour riches où l'on peut soigner ses blessures et même récupérer de la fatigue, et ils ne comprennent pas comment quelqu'un sans aucune capacité peut si bien vivre. De son côté, Rue se concentre sur sa routine d'entraînement, et chaque jour qui passe, il reste fort. Après le délai de 2 mois, Rue montre des résultats satisfaisants. Jusqu'au jour où il reçoit la visite de Monsieur Koji, surpris de voir Rue, car il a l'air si différent de la dernière fois qu'ils se sont vus. Koji loue la performance d'entraînement de Rue et dit que pendant un instant, il a failli ne pas le reconnaître. Puis il demande à Rue quand sa sœur reviendra. Il n'est pas au courant de la mort de Nana, car Rue l'a gardée secrète à la demande de l'association. Quoi qu'il en soit, il dit que d'après les gens de l'association, elle est en mission à l'étranger et ne reviendra pas de sitôt. Rue dit à son ami qu'ils se connaissent depuis longtemps. Donc, s'il veut demander quelque chose, il n'y a pas besoin d'hésiter. Koji dit que Rue a acheté beaucoup de choses dernièrement, ce qui attire l'attention, surtout parce que beaucoup ne peuvent même pas s'offrir un morceau de pain. Et en plus de ça, il a entendu dire que Rue allait à la station tous les jours. Rue demande si son ami pense qu'il est devenu un voleur ou quelque chose du genre. Koji dit que tant que Nana est là, ça n'arrivera pas. Mais il a entendu dire que quelque chose de grave est arrivé à l'une des 7 étoiles. Rue demande ce que ce serait. Son ami dit qu'il a juste surpris une conversation entre des explorateurs de haut rang. Il semble que l'association veuille garder ça secret, mais des gens essaient de découvrir ce qui s'est passé. Sur ce, il dit à Rue d'être honnête et lui redemande où est Nana. Rue lui dit de ne pas s'inquiéter. Après tout, s'il était arrivé quelque chose à sa sœur, il ne pourrait pas vivre comme ça. Koji décide de faire confiance à son ami car il sait que le frère et la sœur ont toujours pris soin l'un de l'autre et s'excuse d'avoir posé tant de questions. Rue dit qu'il apprécie que son ami se soucie de lui et lui propose de rester pour une collation, mais Koji dit qu'il laissera ça pour la prochaine fois car il a quelque chose à faire. Après que Koji ait quitté la maison de Rue, ce dernier prend son téléphone pour passer un appel. L'interlocuteur à l'autre bout du fil dit qu'il a enfin décidé d'appeler. Rue dit qu'il a quelque chose à demander. Son contact dit qu'il l'a appelé 45 fois ces 2 derniers mois sans pouvoir joindre Rue. Et maintenant, sorti de nulle part, il décide de rappeler, demandant si c'est à propos des 7 étoiles. Rue répond que oui et demande ce que cette personne sait. L'homme lui dit de demander à l'association et qu'il ne répondra que selon l'attitude de Rue, mais ce dernier raccroche. Après ça, il rappelle, super énervé.
Rue dit que s'il dit autre chose de bizarre, il demandera à sa grande sœur. L'homme dit alors qu'un des 7 astres est mort. Il n'a pas pu identifier de qui il s'agissait. L'association tente désespérément d'étouffer l'affaire, mais c'était prévisible. Si un seul des 7 astres était blessé, cela attirerait l'attention nationale. Mais il trouve étrange que Rue le lui demande à lui et non à Nana. Sur ce, le protagoniste dit qu'il contactera la grande sœur du type, vu qu'il n'a aucune information utile. Le type jette alors son téléphone par terre, en disant qu'il a fait une énorme erreur en présentant sa sœur à Rue. Le protagoniste, de son côté, pense que quelqu'un enquête peut-être sur la mort de Nana et se demande si c'est une lutte de pouvoir. Il envisage la possibilité que ces personnes soient liées à la mort de Nana. Le lendemain, il va rendre visite à son maître. Charlie dit que Rue a beaucoup changé et qu'il l'a à peine reconnu. Rue demande alors s'il a réussi le test. Son maître dit que oui et va droit au but. Il dit qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que dans son état actuel, Rue ne peut suivre qu'un seul type d'entraînement. Rue demande quelle est la mauvaise nouvelle. Charlie répond que l'entraînement consistera à apprendre à se faire tabasser. Juste après, le protagoniste reçoit un coup de poing si violent qu'il est projeté au loin. Charlie lui dit de se souvenir de cette puissance. Une fois qu'il pourra y résister, il aura réussi l'entraînement. Le but de cet entraînement est d'augmenter son endurance. Tant que Rue ne meurt pas, peu importe combien de coups il reçoit, il vivra longtemps. C'est la même chose à l'intérieur et à l'extérieur des donjons. Ceux qui restent en vie sont les plus forts, on ne peut pas être fort si on est mort. D'abord, Rue doit s'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Son maître dit qu'il peut esquiver, mais qu'il ne doit pas riposter. Après cela, l'entraînement commence, et Rue esquive les attaques du mannequin jusqu'à ce qu'il réalise que courir ne l'aidera pas beaucoup. Car le but de cet entraînement est la défense, alors il s'arrête et attend d'être frappé. Rue se souvient des paroles de son maître et sait qu'il doit être résistant. Sur ce, il adopte une posture défensive et encaisse les coups du mannequin. De loin, Charlie observe tout et aime ce qu'il voit. Avec cette puissance, il dit que Rue peut entraîner sa vitesse et son endurance physique. C'est pourquoi c'est simple. L'entraînement à la défense est souvent considéré comme inutile. Mais finalement, tout le monde réalise que la défense n'est pas qu'une question de force physique. En voyant son téléphone sonner, Charlie répond et dit qu'il ne dort que 2 heures par nuit depuis une semaine. Et si on lui demande de faire une chose de plus, il va craquer. À l'autre bout du fil, Rikudo dit qu'un donjon de rang s'est apparu au village de Niziasa, et que la majeure partie du village a déjà été engloutie. Charlie dit que Kazami des 7 astres a donné son feu vert. Rakuto dit que Charlie est très doué pour convaincre les gens. Il dit que ça aurait été plus facile s'ils avaient encore Bright Light. Enfin, on ne peut rien y faire. Nous devons nous occuper de cet énorme problème rapidement. Charlie dit qu'il est impossible pour un donjon de classe S de s'étendre à d'autres pays. Ils ont passé 2 semaines à essayer désespérément de le contenir, mais il n'en a pas entendu parler depuis la semaine dernière. Rakuto demande quand c'est prévu. Charlie répond, dans 45 jours. Il dit aussi qu'il ne sert à rien de s'inquiéter et qu'il veut lui aussi en finir. Un des membres clés de Kazami est blessé, et il lui faudra au moins 1 mois pour se rétablir. C'est un problème, car on ne peut pas simplement remplacer ces 7 astres. De plus, Charlie dit qu'apparemment, il y a un conflit interne dans la famille Kazami. Les plus jeunes ont disparu. Il plaint Kazami, qui doit maintenant retrouver ses frères et sœurs. 45 jours plus tard, une équipe se dirige vers le donjon, et parmi eux se trouve le protagoniste. Jusqu'à ce que soudain, un membre de l'équipe soit choqué de voir le boss du donjon. Juste devant l'équipe, le boss apparaît, un énorme lapin monstrueux. Rapidement, l'équipe d'assaut charge, et une bataille intense éclate entre eux. Pendant ce temps, le reste de l'équipe reste en retrait, attendant le bon moment pour agir. Un des guerriers qui a chargé réussit à surprendre le lapin et le tue. Il dit qu'ils ont réussi, et qu'il est temps de continuer. Alors que toute l'équipe avance, quelques regards se tournent vers le protagoniste. Rue pense qu'il y a quelque chose de louche avec eux. Ils sont bien trop rapides. Son coéquipier dit que leur vitesse d'attaque est très rapide, et note qu'il n'y a pas beaucoup de monstres, donc ils doivent être prudents. Puis un autre membre de l'équipe arrive et dit à Rue qu'il le couvrira, qu'il n'ait donc pas peur d'avancer. Le protagoniste dit qu'il comprend, mais dans ses pensées, il sent que quelque chose ne va pas. Juste après, un nouveau monstre apparaît. Cette fois, il ressemble à une carte à jouer. Le chef des guerriers dit que c'est Purelok. Un autre membre du groupe demande ce que c'est. Le chef dit qu'il connaît les caractéristiques de l'ennemi, et qu'il peut donc aider à guider l'exploration. Il dit que c'est un monstre invisible, et que 2 personnes doivent lui être sacrifiées. Rue dit alors que c'est pour ça qu'ils ont amené 2 bleus avec eux. Il se souvient du jour où sa sœur s'en est plainte aussi. Nana a dit que le monstre est apparu et a forcé le groupe à voter pour savoir qui serait sacrifié. Elle a décrit le monstre comme ressemblant à une carte avec une roulette. Il a forcé le groupe à prendre une décision, c'est pourquoi on l'appelle le monstre invisible. Rue a compris que le monstre se jouait des gens et a demandé s'il y avait un compte à rebours ou quelque chose comme ça. Sa sœur n'a pas pu le dire, après tout. Tous ceux qui l'ont vu sont morts. Son frère a suggéré que le monstre a dû forcer les gens à se battre entre eux, mais Nana a dit que certains n'avaient même pas l'air surpris.
Rue a demandé si au moins le monstre laissait tomber un bon objet. Elle a dit non. Alors le frère a demandé ce qui était arrivé à l'élu. Nana a répondu que la personne choisie finissait par être éliminée. De retour au présent, le monstre se dresse devant le groupe et affiche un écran avec chacun de leurs visages. Le visage du protagoniste finit par être surligné parce que les plus anciens votent pour lui. Dès que le compte à rebours du monstre se termine, il est temps pour lui de récupérer ceux qui ont été éliminés par le groupe. La créature s'excite et ouvre la bouche pour les dévorer. Un coéquipier dit qu'il n'y a aucune issue, mais Rue lui demande s'il compte abandonner. Le bleu dit que ce monstre est 3 fois plus fort qu'un gardien et ne croit pas pouvoir le vaincre. Soudain, le protagoniste projette le bleu hors de la vue du monstre. Il sait que le jeune ne pourra pas se battre, alors il prévoit d'affronter le monstre seul. Rue dit que si le bleu veut être un sacrifice, il n'a qu'à y aller seul, car Rue n'abandonne jamais, quel que soit l'adversaire. À l'extérieur, le portail du donjon grandit de plus en plus, et le village de Mizuyasu commence à souffrir. Charlie se tient près du portail jusqu'à ce que Kazami-chan, l'un des 7 astres, apparaisse. Il dit que Tsuyoshi a été sacrifié et n'était pas assez fort en tant que capitaine. Charlie demande ce qu'il s'est passé là-dedans. Kazami dit qu'il y avait un monstre invisible qui a proposé un sacrifice parmi les membres de son groupe. Charlie l'interroge sur le livre. Kazami dit qu'il l'a détruit, car c'était la chose la plus sûre à faire. Honnêtement, Charlie dit qu'il se sent toujours mal à l'aise de confirmer ces choses. Il doit vérifier le processus, peu importe qui s'en charge. Il dit aussi que l'enfant de la chance est la plus grande menace pour l'humanité. Le précieux enfant de la chance a utilisé la vie de 4 membres de rang S et de 17 membres de rang A pour devenir un puissant assassin. Tsuyoshi est un garçon fort. S'il devient l'enfant de la chance, Charlie n'aura d'autre choix que d'ôter la vie d'un membre des 7 étoiles. Un des coéquipiers de Kazami dit qu'il est l'heure. Il ordonne de rapporter au chef que le plus haut rang du donjon n'est peut-être pas de rang S. Il dit aussi qu'il a reçu cette lettre. Il y était écrit que Lumière Vive avait été ressuscitée. Le protagoniste protège l'autre novice. Le monstre ne le ménage pas. Cela force Rue à redoubler d'efforts et à endurer les coups puissants de l'ennemi. Ce faisant, il se blesse. Le monstre ne lui laisse aucun répit et l'attaque à nouveau de toutes ses forces. Rue pense que cette puissance est incroyable et doit être 5 fois supérieure à celle d'un gardien. S'il ne fait pas attention, il sera vite éliminé. En d'autres termes, le monstre joue avec lui comme une bête sauvage avec sa proie avant de la dévorer. Il réalise que l'ennemi peut étendre ses membres facilement, donc combattre à distance est un désavantage. Le monstre n'a pas bougé son corps principal une seule fois pendant le combat. Rue se demande alors si sa faiblesse est son incapacité à se déplacer. Pour tester cette hypothèse, il se place devant le monstre et tente de l'attaquer de près. Au début, il réussit à le frapper. Mais en réalité, son coup n'a pas blessé le monstre. Bien au contraire, la créature a mordu l'épée du protagoniste et l'a brisée comme si de rien n'était. Ensuite, le monstre a attrapé la jambe de Rue et l'a soulevé, le mettant hors de combat. Puis, il jette le protagoniste au sol, blessant gravement Rue au dos. L'autre novice dit qu'il est impossible de battre le monstre, et demande pourquoi le protagoniste continue de se battre. À ce moment-là, Rue ne peut pas répondre. Le monstre en profite pour le soulever à nouveau et s'apprête à le dévorer pour de bon. Rue regarde sa fin en face jusqu'à ce qu'il se souvienne de sa sœur. Un moment qu'ils ont partagé ensemble. Il y a 4 ans, ils se sont retrouvés dans un cimetière, car Kizumi Akoma, un collègue de Nana, avait péri en essayant de sauver sa femme dans un donjon. Ils formaient un couple formidable et prenaient toujours soin l'un de l'autre. Rue a tenté de réconforter sa sœur, lui disant que ce n'était pas sa faute. Nana en était consciente. Depuis le décès de son ami, son travail était devenu plus difficile, car elle imaginait sans cesse ce que ce serait de perdre son frère un jour. Cela la rendait très anxieuse, même si Rue lui disait de ne pas s'inquiéter. Malgré tout, Nana a promis de faire de son mieux pour protéger son frère, car pour elle, vivre sans lui n'avait aucun sens. Elle a aussi dit qu'elle connaissait le désir de Rue de devenir un explorateur, mais que tant qu'elle serait en vie, elle ne le permettrait pas. Rue lui a dit de ne pas s'inquiéter, car il ne le ferait pas. Nana lui a alors demandé s'il ne se sentait pas frustré par cela. Son frère a répondu que non, car la chose la plus importante pour lui, c'était elle. De retour au présent, le novice à terre rassemble son courage et charge. Et avant que le protagoniste ne soit dévoré, il tranche l'un des bras du monstre. Rue a vu ce que le garçon a fait, mais cela a aussi mis le novice en danger. Et juste après, il a été frappé par le monstre. Projeté au loin, le novice perd connaissance sous le coup. Le monstre est maintenant libre d'attaquer à nouveau, puis il mord Rue. Mais le protagoniste pense qu'il ne peut pas encore mourir. Il doit découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à sa sœur. Pour Rue, quoi qu'il arrive, il ne laissera personne se mettre en travers de son chemin. Il ne veut perdre d'aucune manière. Il décide donc de riposter de la seule façon possible et mord le monstre à son tour. Car pour Rue, son objectif est plus grand que sa douleur. Dès qu'il réussit à frapper le monstre, la créature le laisse tomber au sol. Tandis que le protagoniste est allongé, le monstre commence à se désintégrer. Apparemment, ce que Rue a fait a touché le point faible du monstre. Il n'en revenait pas lui-même,
car il ne s'attendait pas à vaincre une créature si forte avec une simple morsure. Quoi qu'il en soit, il se croyait déjà perdu jusqu'à ce que Ru soit soudainement guéri. Il remarque que l'écran du système est apparu devant lui. Et dans la fenêtre, un message s'affiche indiquant qu'en raison de l'incident, un objet de soin spécial a été activé automatiquement. Choqué par tout cela, Ru reste sans voix jusqu'à ce qu'il décide d'interagir avec le système et de recevoir les soins qui lui sont proposés. Quelque temps plus tard, le système du protagoniste révèle qu'il a obtenu une nouvelle compétence appelée utilisation supplémentaire. Ru dit qu'il a trouvé ça le jour du donjon. Il a cherché plus d'informations, mais n'a rien trouvé jusqu'à présent. La notification l'alerte seulement sur la compétence et ne dit rien d'autre, ce qui le laisse encore plus perplexe. Puis il reçoit un appel de Koji, qui l'invite dans un nouveau donjon. Dès son arrivée, le protagoniste retrouve son ami. Ru s'excuse pour le retard, mais Koji dit qu'ils n'entreront pas tout de suite et qu'ils doivent parler. Il demande à Ru s'il va bien. Il répond que oui. Mais dans ses pensées, le protagoniste sait qu'il n'a récupéré si vite que grâce au système. Koji dit que beaucoup de gens périssent dans les donjons ces derniers temps et dit à Ru qu'il a besoin d'une équipe fixe s'il veut combattre en tant qu'explorateur. Mais il dit que tous les explorateurs célèbres ont déjà formé leurs équipes. Puis le chef de raid dit qu'il est temps d'entrer, et Koji dit aux protagonistes qu'ils pourront finir leur conversation plus tard. Dès qu'ils entrent dans le donjon, ils sont surpris par le paysage inhabituel et se demandent si quelque chose ne va pas. Koji dit que c'est un donjon riche en ressources avec un boss à risque relativement faible, mais qu'il ne faut pas rester inactif à l'arrière. Un des explorateurs s'enthousiasme après avoir trouvé un champignon et prétend que c'est son jour de chance. Mais dès qu'il sent l'objet, il s'évanouit aussitôt. Koji dit que ce n'est pas mortel, mais que la collecte de cet objet a un prix. Puis il s'excuse d'avoir trop parlé. Ru, à son tour, dit qu'il est toujours bon d'en apprendre plus, alors son ami lui dit qu'ils peuvent marcher ensemble jusqu'à la fin. Pendant qu'ils explorent les environs du donjon, Ru trouve des objets étranges, et Koji l'avertit de ce qu'il peut et ne peut pas utiliser. Après cela, le chef de mission dit que les explorateurs se sont déjà occupés des monstres. Elle dit donc à Koji de s'occuper du nettoyage pendant qu'elle va chercher de la nourriture. Koji appelle alors ses hommes pour commencer le travail de nettoyage. Ensuite, le protagoniste voit l'un des objets disparaître de sa main, et il ne comprend pas comment c'est arrivé. Au milieu de tout cela, il est perplexe, mais Koji dit qu'ils ne peuvent plus perdre de temps. Le groupe s'approche d'un monstre abattu. Le chef dit à l'équipe de soutien de s'en occuper pendant qu'ils partent en premier. 20 minutes plus tard, le groupe de soutien est déjà en action. Pendant ce temps, le protagoniste pense que ce donjon est bien différent du précédent. Car si le précédent contenait des minéraux, celui-ci ne contient que des plantes et des objets organiques. Koji dit qu'il est temps de rentrer et demande si Ru a déjà tout pris. Il répond que oui. Mais alors qu'il s'apprête à partir, Ru trébuche sur une pierre et, tenant les objets, tombe au sol de façon embarrassante. Cependant, par accident, il touche le monstre vaincu. D'une manière ou d'une autre, cela active sa capacité sans qu'il s'en aperçoive. Suite à cela, le corps du monstre disparaît, laissant le protagoniste assez effrayé. Koji dit qu'il ne leur reste qu'une minute avant la fin de leur tour. Quoi qu'il en soit, il dit à tout le monde de sortir avant que le temps ne soit écoulé. Dès qu'il quitte le donjon, Ru dit qu'il a quelque chose d'urgent à faire et s'enfuit. Koji dit que ce n'est pas grave et qu'il lui transférera bientôt son paiement. Une fois rentré, le protagoniste vérifie son système et voit qu'il dispose d'un inventaire. Bientôt, il réalise que le champignon et le monstre qui a disparu s'y sont retrouvés. Ainsi, il comprend que la capacité qu'il a acquise lui permet de stocker des objets dans son inventaire. Avec ça, il en conclut que sa chance vient de tourner. Car s'il utilise correctement cette capacité, il pourra accomplir ses tâches plus efficacement. Mais il réalise qu'il n'a toujours pas la force de se protéger seul. Alors si quelqu'un d'autre découvre une chose de cette valeur, il a l'intention d'en profiter. Il commence donc à réfléchir à un moyen de le faire. Ru sait qu'il n'est pas assez fort pour entrer seul dans un donjon. Sa meilleure chance est donc de rester à l'arrière et de toucher les monstres tombés après les combats. Mais il sait que s'il utilise cette capacité devant les autres, cela causera des problèmes. Il en conclut donc qu'il est préférable de le faire discrètement, même s'il sait que ce ne sera pas facile. Puis il pense que son ami Koji peut l'aider, et il pense aussi qu'il peut utiliser cela pour le rembourser. Loin de là, dans un quartier riche, le débutant blessé dans le donjon se rétablit. Jusqu'à ce qu'il reçoive une visite, son frère aîné lui demande pourquoi il s'est disputé avec leur père. Le garçon dit que c'est sa vie et que cela n'a rien à voir avec son frère. Son frère dit que si le gamin décide de risquer sa vie ou autre chose, il n'interférera pas. Mais il dit que s'il se soucie encore de sa famille, il devrait chérir sa vie. Être un explorateur n'est pas la seule chose dans la vie. Le garçon dit à son frère d'attendre et déclare que son souhait est d'abandonner la famille Kazami. De retour au protagoniste, il reprend sa routine d'entraînement. Pendant ce temps, il pense que pour démanteler plus de monstres, il a besoin que Koji coopère avec lui sur 2 points. Le premier est de créer plusieurs fausses identités et d'alterner entre elles et sa véritable identité. De cette façon, même s'il échoue, le niveau de risque diminue. Le second est de lui faire acheter un donjon.
Même une forêt de Randé est plus riche en ressources qu'un désert de Rancé. Les objets produits dans un donjon dépendent de l'environnement. C'est pourquoi certains explorateurs vendent des donjons. Mais si vous ne passez pas par un acheteur de confiance, vous le regrettez souvent plus tard. Rue a besoin de quelqu'un de fiable avec de nombreuses relations, et c'est ce qu'il recherche maintenant. À sa grande surprise, le jeune de la famille Kazami l'aborde. Le protagoniste le reconnaît du donjon. Le garçon se présente alors comme Yashikaze Kazami et dit que Rue l'a sauvé auparavant. Maintenant, il lui demande s'il peut partir à l'aventure avec lui. Le protagoniste est surpris par la demande. Yashikaze Kazami dit qu'il admire la façon dont Rue affronte les ennemis. Et bien qu'il ne se considère pas aussi fort que lui, il veut l'aider dans ses futures aventures. Rue pense que c'est une sorte de farce, mais Yashikaze insiste que non, et qu'il a cherché Rue partout car il voulait le rejoindre dans les futurs donjons. Le protagoniste dit qu'il n'y a aucune raison pour que quelqu'un le suive, car il n'est pas un explorateur chevronné. Rue pense que techniquement, le garçon l'a aussi aidé, donc ils sont quittes. Et il y a aussi le fait qu'il n'aime pas les gens qui abandonnent facilement. Alors il dit au garçon de ne pas le suivre et qu'il ne veut plus jamais le revoir. Yashikaze Kazami supplie Rue de ne pas partir et dit qu'il n'abandonnera pas. Plus tard, le protagoniste retrouve Kuji, et son ami lui dit que malgré de nombreuses tentatives, il n'a pas pu trouver de donjon. Mais apparemment, les schémas d'apparition des donjons changent, et Kuji dit qu'il a travaillé dur pour rassembler ces informations. Rue demande si les apparitions de donjons ne sont pas censées être régulières. Son ami répond qu'il n'y a rien qui ne change jamais. Et si cette information est vraie, il ne sait pas si c'est bon ou mauvais pour l'humanité. Alors Yashikaze apparaît, et Kuji demande s'il n'a toujours pas abandonné après avoir suivi Rue pendant près d'un mois. Le protagoniste dit qu'il est entré une fois dans un donjon avec ce gamin, et que depuis, il le suit partout. Il s'approche donc de Yashikaze et dit que ce n'est pas parce qu'ils ont travaillé ensemble par le passé qu'ils doivent continuer à le faire pour toujours. Yashikaze dit qu'il veut vraiment aider Rue à devenir plus fort et qu'il n'a aucune arrière-pensée. Rue déclare qu'il n'est qu'un éclaireur. Il sait que le garçon n'est pas une personne ordinaire et doit avoir plein de gens à fréquenter, donc il ne veut plus être dérangé. Mais Yashikaze dit qu'il a déjà vu beaucoup de gens forts, mais jamais quelqu'un qui frappe un ennemi de toutes ses forces dans une situation désespérée comme le fait Rue. C'est pourquoi il veut le suivre, car il veut lui aussi devenir aussi fort. Yashikaze dit qu'à cause de sa personnalité et de ses compétences, il est constamment comparé à son frère aîné, et il déteste ça. Rue y réfléchit un instant. Et à cause du nom de famille du garçon, il en déduit que son frère aîné doit être le célèbre Kazami. Cela déclenche un souvenir chez Rue du jour où Nana lui a montré une photo des 7 étoiles. Elle a dit qu'un des membres avait beaucoup insisté, alors ils se sont tous réunis pour prendre la photo. Sur la photo que Nana a montrée, parmi les 7 se trouvait Shinshin Kazami. De retour dans le présent, il demande si le garçon est le frère de Shinshin. Il répond que oui. Pour le protagoniste, les choses commencent à prendre plus de sens. Mais il pense que les personnalités des Kazami sont totalement différentes et se demande ce qui se passe dans cette famille. Il dit qu'il adorerait réaliser le souhait du garçon, mais il veut juste vivre une vie paisible et déclare qu'il n'accepte pas de cadets ou de partenaires qui ont besoin d'aide. Kuji en profite pour dire à Rue qu'ils ont un travail à faire. Le protagoniste s'en va donc et dit aux garçons qu'ils se reverront. À l'intérieur, un des membres du groupe demande comment ils sont censés récolter une chose pareille et dit que c'est l'anniversaire de sa fille aujourd'hui, donc il doit partir plus tôt. Rue dit qu'il n'y a aucun problème avec ça et lui dit qu'il peut y aller et rentrer le premier. Il s'occupera du reste. L'homme accepte donc et dit cela pour le remercier. Il lui paiera un repas la prochaine fois. Le protagoniste pense que la dernière fois, il n'a eu que des matériaux communs, alors il compte sur celle-ci pour gagner quelque chose de bien. Maintenant qu'il est seul, il en profite pour ranger les objets dans son inventaire. Puis il reçoit une alerte de son système indiquant que corps de bronze a été acquis, et cette capacité peut augmenter la durabilité physique d'un objet. Rue pense que s'il combine cela avec son art de défense, sa durabilité physique sera encore plus grande. Après cela, un des hommes revient et demande ce que Rue est en train de faire. Il dit qu'il n'a pas eu le temps de tout nettoyer, mais il n'y a plus de corps de monstre. Il demande donc à Rue où est passé le monstre qui était là. Pris au dépourvu, le protagoniste essaie de faire l'idiot, mais l'autre travailleur ne le croit pas, montre sa montre pour dire qu'il sait lire l'heure, et exige une explication. Rue se demande quelle excuse pourrait justifier la disparition d'un monstre avant l'heure prévue. Il se demande s'il y a quelque chose qu'il pourrait dire pour le convaincre. Mais même si le travailleur le croyait, il ne serait toujours pas satisfait. Il dit donc qu'il vient aussi d'arriver et n'a aucune idée de ce qui se passe. Et comme des monstres disparaissent, il veut sortir de là rapidement. Cependant, le travailleur ne le croit pas et frappe le protagoniste. Il dit qu'il a vu le monstre mourir de ses propres yeux il y a quelques minutes à peine. Il ajoute que c'est la dernière chance pour Rue de dire la vérité. Le protagoniste ne reste pas là sans rien faire. Il décide de riposter et frappe l'homme à l'abdomen. Après ça, il l'assomme et le met hors d'état de nuire. Rue ramasse sa dague, disant qu'il a donné à l'homme toutes les chances de s'écarter. Un bref instant, l'homme parvient à voir le protagoniste s'éloigner. Il n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, et se demande si les rumeurs sont vraies.
De retour chez lui, Ru se lave les mains, mais quelque chose le tracasse. Il ne peut regarder son reflet dans le miroir, comme s'il jugeait lui-même la personne qu'il voit. De rage, il frappe le miroir, ne supportant plus de se voir sans culpabilité. Le fait d'avoir frappé quelqu'un au point de le laisser pour mort le perturbe profondément. Ru pense que dans un monde où la loi est incertaine, éliminer quelqu'un n'a rien d'inhabituel. Cependant, ôter la vie de quelqu'un reste mal. Il ne veut pas s'excuser pour ce qu'il a fait, mais ne laissera personne interférer avec ses plans. Un mois plus tard, il est de retour dans les donjons. Un des hommes dit que Ru a pris du temps et a cru qu'il était resté coincé. Il dit qu'il s'est un peu tordu la cheville, c'est pourquoi il a mis plus de temps. Les autres travailleurs disent à Ru de ne pas trop forcer pour ne pas se blesser. Ils lui demandent même de livrer les objets collectés à l'explorateur. L'un d'eux demande si Ru va faire ça tout seul. L'homme plus âgé dit que Ru est digne de confiance et aide toujours quand on a besoin de lui. Il est foncièrement honnête, ne volerait jamais rien, et on se bouscule pour travailler avec lui. Il dit donc au plus jeune d'arrêter d'embêter Ru, car même Bouddha ne pardonne que 3 fois. Le plus jeune dit que Ru ne peut pas s'énerver, car il serait le frère de lumière vive des 7 étoiles. L'aîné dit que si c'est vrai, Ru n'a rien à faire ici, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu parler de lumière vive et se demande ce qu'elle est devenue. Revenons au protagoniste, il demande au garçon combien de temps il compte le suivre. Yashikage se croit caché et pense que ça ne peut pas s'adresser à lui. Mais à sa surprise, le protagoniste apparaît et lui dit qu'il s'adresse bien à lui. Le garçon sursaute violemment et se cogne la tête contre le mur, se faisant une grosse bosse. Yashikage demande à Ru comment il l'a trouvé. Le protagoniste répond que le garçon est prévisible. Ru dit que c'est un avertissement. Si le garçon continue de le suivre, il ne se retiendra pas. Le protagoniste pense que son cœur est fatigué aussi, et que le garçon devrait abandonner. Mais voyant le protagoniste partir, il le supplie de lui donner une chance, disant qu'il peut être utile. Ru demande de quoi il parle et ne voit aucune valeur dans l'aide qu'il propose. Cependant, Yashikage dit qu'il peut vendre des objets sous le nom de Ru. Le protagoniste lui demande alors s'il a enquêté sur lui. Yashikage prétend que c'était par hasard, et qu'il a remarqué que Ru vendait quelque chose. Il ajoute avoir des relations, qu'il ne se mêlera de rien et qu'il sera aussi utile que possible. Ru pense que le garçon n'a pas de force, mais assez de valeur pour compenser. Et s'il continue à vendre seul comme ça, quelqu'un finira par le remarquer. Alors, faire équipe avec ce garçon n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Juste après, un bruit interrompt ses pensées. Yashikage dit que c'est une zone sûre, une telle explosion ne devrait pas s'y produire. Après ça, il voit un affrontement sur un toit voisin, jusqu'à ce que Yashikage réalise que son frère est impliqué. Shinshin Kazami combat un ennemi. Son adversaire dit qu'il ne s'attendait pas à affronter un membre des 7 étoiles. Sans un mot, Shinshin attaque, mais c'est un coup d'avertissement. L'ennemi dit que Shinshin est vif et lui propose de discuter un peu. Il dit que Shinshin doit être curieux de savoir qui il est, d'où il vient et quel est son but. Mais Shinshin répond que rien de tout cela ne l'intéresse. L'ennemi dit qu'il n'est qu'un méchant tape à accent grave, l'œil faisant une entrée dramatique. Puisqu'il s'est donné la peine de gagner sa place, Shinshin pourrait aussi bien coopérer. Sur ce, Shinshin dit qu'il coopérera en battant son ennemi. Il dégaine son épée magique et dit que c'est bien digne du droit divin, si implacable. L'ennemi dit que ce n'est pas très gentil, mais comme il est un méchant, ils doivent le faire. Sur ce, un combat commence entre eux. Attaqué, l'ennemi tente de se défendre. Shinshin, de son côté, contre-attaque, mais une explosion se produit car il est touché. Cependant, il profite de la fumée persistante pour tenter de surprendre l'ennemi. L'ennemi parvient à le bloquer. Cependant, Shinshin le surprend à nouveau et apparaît à côté de lui à l'improviste. Shinshin parvient à blesser l'ennemi car il a utilisé 2 épées en même temps. L'ennemi dit que c'est une nouvelle information. Shinshin répond que c'est une bonne chose. Son ennemi demande ce qu'il doit faire ensuite, puis ils reprennent le combat. Voyant son frère se battre, le garçon essaie de courir vers lui, mais le protagoniste l'arrête. Ru dit que s'il y va sans plan, il finira par se faire éliminer. Il ajoute que s'il tient vraiment à son frère, il doit d'abord penser à sa propre vie. Ru pense que pour tenir tête aux 7 étoiles, l'ennemi doit être très puissant. Il se demande donc qui est cet homme en robe blanche. Il décide de prendre l'homme en photo. Yashikage dit qu'il sait que se cacher est plus malin, mais il ne veut pas rester là à regarder. Ru dit alors qu'il va faire quelque chose. Après quoi, il rentre chez lui et le garçon le suit. Le protagoniste dit que s'il découvre quelque chose, il contactera Yashikage, puis lui claque la porte au nez. Yashikage est contrarié de ne pas avoir pu entrer dans la maison. Quoi qu'il en soit, Ru étudie le mystérieux ennemi. Il examine la photo qu'il a prise et l'utilise pour chercher plus d'informations. En y regardant de plus près, il remarque un autre ennemi plus petit, plus loin. Ru essaie alors de comprendre. Il passe un appel et demande si son contact a vu la photo. 30 minutes plus tard, il reçoit un appel et demande à son contact s'il a trouvé quelque chose. Le contact dit que c'est l'explorateur Komori Amant, et que le dessin est basé sur son chat, mort en août dernier. Ru comprend que le contact dit que Komori est mort, pas qu'il est tombé au combat. Le contact confirme, disant que Komori n'a pas été tué dans un donjon.
Il est mort près de l'entrée d'un donjon de rang A, son corps dans un état terrible. Mais le coupable n'a pas encore été identifié. Il demande à Rue où il a vu cet emblème. Le protagoniste demande pourquoi cette question. Le contact dit ignorer où Rue l'a vu, mais lui conseille de s'en éloigner s'il le revoit. Car s'il ne se trompe pas, cette marque signifie le pillage. Le protagoniste demande ce que cela signifie. Son contact demande si Rue ne comprend vraiment pas ou s'il fait semblant. Il dit que c'est un symbole de victoire, il n'y a pas d'autre explication. Rue demande s'il y a d'autres indices à leur sujet. Le contact dit que si Rue le demande gentiment, il y répondra. Le protagoniste s'exécute donc poliment. Le contact révèle que voler l'emblème d'autrui comme trophée est une pratique du groupe Cruz. Cet homme sur la photo est encore plus mystérieux que le chef de Cruz. On sait seulement qu'il se nomme Z, et rien de plus. Rue demande s'il parle de cette organisation bizarre. Son contact est surpris qu'il ait déjà entendu parler de Cruz. Le protagoniste dit que sa sœur les avait déjà mentionnés. Le contact dit qu'il doit savoir que c'est un groupe international à la structure très complexe. Ce qui compte, c'est qu'ils sont complètement fous, mais aussi très soudés. Il ajoute que si Rue compte enquêter sur eux, il devrait laisser tomber. Sinon, personne ne pourra le protéger du danger. Mais le protagoniste s'en moque et demande si son contact a plus d'informations. Le contact dit que la nouvelle sur Nana circule déjà dans certains cercles et, à sa connaissance, sera bientôt rendue publique. Rue demande où il a entendu ça. Le contact répond que c'est la compagnie commerciale Daisy. Il dit aussi qu'ils vendent des informations, mais ne sont pas assez louches pour vendre ce genre de choses, c'est pourquoi il a demandé au président de révéler les détails. Rue dit qu'il a besoin que son contact continue de collecter des informations sur le trophée unique juste assez pour ne pas se blesser et déclare que si la nouvelle sur Nana se propage, il devra agir. Son contact dit que Rue est étonnamment calme face à tout ça. Le protagoniste raccroche avant qu'il ne puisse finir. Rue pense qu'il a commencé à se préparer dès qu'il a suspecté Kuji d'avoir divulgué la mort de Nana et ne s'attendait pas à ce que l'association étouffe complètement l'affaire. Il est juste content qu'il n'ait pas utilisé Nana comme appât pour le profit, car cela aurait changé ses plans. Le lendemain, il reprend sa routine et va au gymnase de son maître pour s'entraîner avec les mannequins d'entraînement. Rue fait des progrès constants et combat même plus d'un adversaire à la fois. Après avoir terminé sa session quotidienne, Charlie arrive et loue sa performance, et il remercie son maître pour son appréciation. Rue pense que les améliorations du système étaient évidentes, mais son maître dit qu'il n'est venu que quelques fois de toute façon. Normalement, quelqu'un avec la morphologie de Rue, aussi talentueux soit-il, ne pourrait pas affronter 2 robots d'entraînement en si peu de temps. Charlie dit qu'il ne demandera pas ce qui s'est passé car ce serait indiscret, mais il est curieux de savoir pourquoi Rue est venu aujourd'hui. Il dit que Rue n'est pas là juste pour s'entraîner parce qu'il n'est pas si stupide. Le maître dit que le protagoniste devrait l'écouter. Il a quelque chose à dire sur l'aîné des Kazami qui a failli devenir un désastre. Charlie dit que Kazami a presque détruit toute la ville de Miku. Il peut paraître calme, mais une fois qu'il perd la tête, c'en est fini. Ce combat avec Robe Blanche n'était rien. Robe Blanche était fort, le seul à avoir jamais poussé Kazami aussi loin. Le fait est qu'il a provoqué Kazami, et par conséquent, Kazami était sur le point de perdre le contrôle. Charlie dit que Rue a probablement entendu de sa sœur que Kazami est le plus fort des 7 étoiles, mais c'est sans compter ses restrictions. La vérité est que Kazami est le seul des 7 étoiles avec un limiteur. S'il utilise tout son pouvoir, il se transforme en une machine d'extermination de masse. Rue pense que le classement des 7 étoiles était basé sur la puissance. Nana était la plus forte, mais en même temps, on disait que Kazami était le véritable plus fort. Il demande alors pourquoi son maître lui raconte ça. Charlie répond qu'il pensait que c'était la raison de la venue de Rue. Rue dit que non. Alors son maître demande si c'est à propos de Robe Blanche. Le protagoniste dit oui, et qu'il veut tout savoir sur cet ennemi. Charlie dit que pour révéler ce qu'il sait, il doit y avoir une bonne raison. Rue dit que Nana est morte dans un donjon, et Charlie doit déjà le savoir. Charlie confirme et révèle qu'il prévoyait d'utiliser Rue comme appât pour attirer Robe Blanche, mais dit maintenant qu'il devrait se retirer. Le protagoniste dit qu'il le savait déjà, et c'est aussi que Charlie cherche à le maintenir dans l'ignorance. Son maître dit qu'il pourrait dire à Rue ce qu'il veut, mais l'avertit que cette voie est sans retour, et qu'elle ne mène qu'à la misère, ce qui va à l'encontre des souhaits de sa sœur. Il révèle que Robe Blanche est membre d'un nouveau groupe inconnu, les Saints, et que les 7 étoiles sont maintenant forcés de choisir un nouveau membre. Rue demande pourquoi recruter un novice si soudainement. Est-ce à cause du Saint? Charlie répond que oui. Il ne connaît pas toute l'histoire du Saint, mais l'objectif est clair. Rue demande s'il cible tous les explorateurs ou seulement les 7 étoiles. Son maître dit que même si l'ennemi élimine tous les explorateurs, il devra toujours affronter les 7 étoiles. D'un autre côté, s'il élimine les 7, le reste devient plus facile. Rue dit qu'ils ne connaissent pas le passé de l'ennemi, mais qu'ils connaissent son nom de code, et c'est étrange. Mais son maître dit que les méchants adorent se donner de tels titres. Le protagoniste demande s'il existe une sorte de culte qui vénère un dieu sombre. Charlie dit qu'il y a presque toujours des imbéciles comme ça à chaque époque. Rue demande si quelqu'un a choisi de vénérer Lumière Vive.
Son maître dit que Ru doit se demander s'il existe une menace de niveau 5. Est-il vraiment nécessaire de lui trouver un remplaçant si tôt? Il dit qu'il s'inquiète pour son élève et ne veut pas qu'il s'effondre. Le protagoniste dit que pour lui, Nana n'est pas lumière vive, membre des 7 étoiles, mais plutôt sa petite sœur. Charlie dit que c'est exactement ce qu'il attendait de son élève, bien mieux qu'un obsédé par sa sœur. Les 7 étoiles sont le bouclier et la lance les plus puissants de la nation. Si la mort de Nana est révélée, le pays sombrera certainement dans le chaos. Ru n'aime pas entendre ça, mais Charlie dit que c'est le seul moyen. Le protagoniste comprend ce que son maître dit, mais il n'est pas d'accord pour le cacher éternellement. Il sait qu'il prévoit de choisir quelqu'un pour prendre la place de Nana. Ainsi, pour le public, Nana est toujours en vie, et toutes les nouvelles de sa mort ne sont plus qu'un mensonge. Mais il a d'autres plans en tête. Charlie dit que le calendrier du tournoi des explorateurs a été avancé. Apparemment, plusieurs pays ont formé des alliances et gardent un œil sur Ru. Le protagoniste affirme que son maître n'a jamais eu l'intention d'écouter son avis, et qu'il devrait cesser d'agir comme un chef médiocre. En partant, Charlie dit qu'il déteste ce genre de situation. Peu après, le protagoniste arrive à l'endroit qu'il cherchait. Il pense qu'il ne peut pas aller à la guilde pendant un certain temps. L'auto-entraînement a ses limites. Et au-delà de ça, c'est tout ce qu'il lui reste. Comme il a payé une fortune pour cette information, il ne veut pas être déçu. Il commence à penser que la compagnie commerciale Daisy est incroyable car il n'aurait jamais imaginé qu'il trouverait une entrée dans un endroit aussi reculé. Quoi qu'il en soit, il poursuit son chemin jusqu'à ce qu'il ramasse une pierre et se fasse projeter au loin. Cela finit par attirer l'attention d'un requin monstrueux qui vivait à proximité. Ru prévoyait d'utiliser cet endroit pour s'entraîner, mais maintenant qu'il a découvert ce monstre, il réalise que ça ne marchera pas. Il marche donc sur les rochers en essayant d'éviter de toucher l'eau. Mais au milieu de cela, le requin essaie de l'attaquer. Le protagoniste parvient à esquiver l'embuscade et pense que ce genre de choses n'arrive pas tous les jours. Pour ne rien arranger, plusieurs autres requins apparaissent comme si un seul ne suffisait pas. Ru se retrouve encerclé par eux tous jusqu'à ce qu'un des requins s'approche, et il le repousse d'un coup de poing. Après s'être éloigné de l'eau, il est reconnaissant que les amphibiens n'apparaissent pas dans les donjons de rang E. Sinon, il n'y aurait aucun moyen d'en gérer autant. Cependant, Ru crie victoire trop tôt, car les requins monstrueux sortent de l'eau et sont capables de marcher sur la terre ferme. Il est complètement pris au dépourvu et essaie immédiatement de trouver une issue. Quelque temps plus tard, il fait une pause et s'assoit par terre. D'une certaine manière, il est reconnaissant que le combat se soit déroulé sur terre, car s'il avait été entraîné dans l'eau, il n'aurait pas survécu. Il en profite pour envoyer les monstres vaincus dans son inventaire. Et non seulement ça, il collecte aussi les récompenses pour les éliminations. D'après ce que les gens disent, les perles de monstres aquatiques sont bonnes pour la peau. Mais Ru se demande qui utiliserait quelque chose d'aussi dégoûtant. Obtenir 2 perles de tous ces monstres n'est pas si mal. Comme il le dit, même les boss ont de faibles taux de drop pour les objets rares. C'est plus ou moins ce à quoi Ru s'attendait. Ensuite, il tombe sur un papillon, qui est aussi un boss. Les espèces de papillons ont tendance à être mortelles. Leurs écailles causent souvent des hallucinations, et le vrai danger est qu'elles peuvent être toxiques. Ru essaie alors de l'attirer une fois. Il lance sa dague et touche la créature. Puis, autour du lac, quelque chose à proximité commence à y réagir. C'est une sorte de récompense qui apparaît. Le protagoniste saisit une autre de ses dagues et la lance, car il pense que ce papillon n'est pas que décoratif et que le banc de poissons est la vraie menace. Il brise la prétendue récompense et s'approche du papillon pour le ramasser, pensant que si c'était le vrai boss, il aurait pu mourir. Mais dès qu'il ramasse le papillon, son système émet une alerte, disant qu'un jour il fera une rencontre inattendue. Le protagoniste est en plein entraînement, mais pendant sa course, son ami Kuji l'aborde. Ru demande la raison de sa visite. Son ami dit que Ru devient plus fort tous les 6 jours et cherche une équipe fiable, alors il a pensé à le présenter. Kuji dit qu'il enverra leurs coordonnées plus tard, mais demande pourquoi Ru collecte les cadavres des boss de donjons. Depuis que les schémas des donjons ont changé, plus personne n'en vend. Pour détruire plus de cadavres, Ru avait demandé des informations à Kuji à ce sujet. Son ami dit qu'il a été d'une grande aide avec les infos fournies, donc il veut au moins savoir quel est le lien actuel de Ru avec Nana. Il dit avoir entendu des rumeurs selon lesquelles quelque chose de grave est arrivé à Nana, mais l'affaire aurait été étouffée pour éviter la panique. Ru dit que la guilde s'en occupera vite et se persuade que, comme l'a dit Nana, sa mission sera bientôt finie. Quand elle reviendra, Ru dit qu'ils mangeront tous les 3 ensemble. Laissant ça de côté, Kuji demande ce que Ru a fait dernièrement. Il répond qu'il s'est beaucoup entraîné. Cependant, il omet un détail important, cet entraînement s'est en fait déroulé dans les donjons. Kuji ne connaît que la moitié de l'histoire, mais dit que vu l'état de Ru, son entraînement paie car il a l'air plus fort. Puis il lui dit au revoir et à plus tard. À son tour, le protagoniste se demande si par hasard il avait été plus fort. Aurait-il pu défaire ce qui est arrivé à sa sœur? Quoi qu'il en soit, il rentre chez lui et tombe à nouveau sur Yashikage. Le garçon dit qu'il attend Ru depuis 10 jours. Mais dès que le protagoniste entre chez lui, il dit à Yashikage qu'il peut partir. Yashikage, cependant, ne perd jamais espoir,
et le protagoniste demande s'il est toujours aussi amical avec tout le monde. Rue dit qu'il a réfléchi à la suggestion du garçon d'aller ensemble dans un donjon, mais qu'il doit décliner, prétextant qu'il n'est pas aussi fort que le garçon le pense. Et s'il ne comprend pas ça, ça ne sert à rien de parler. Rue déclare qu'il n'est pas forcément un allié fiable. Ce qui compte, c'est de savoir si le garçon peut le supporter. Yashikage demande alors comment ils sont censés coopérer. Le protagoniste dit qu'il a besoin que le garçon vende quelque chose sur une longue période, et qu'il recevra 30% tandis que Rue gardera le reste. Mais il y a une condition. Il ne veut pas que quiconque sache qu'il est impliqué. En retour, Rue propose d'aider à planifier l'entraînement du garçon. Yashikage accepte immédiatement et court pour étreindre Rue, mais le protagoniste l'arrête et dit qu'ils ne font que travailler ensemble. Rien de plus, donc le garçon peut rentrer chez lui maintenant. Il donne son contact à Yashikage, et le garçon dit qu'il attendra les messages. 7 jours plus tard, le protagoniste se rend dans un donjon. Il savait que c'était loin, mais n'imaginait pas devoir traverser le pays pour le trouver. Cette fois, ils ont acheté des informations sur 3 donjons de rang E à Daisy Trading. Ils sont dans des zones reculées, très éloignées les unes des autres. Les donjons bien situés sont très demandés et apparaissent rarement. De plus, avec les changements de schéma, Daisy Trading vend moins de donjons. Rue n'a pas eu de bonne réponse avant de partir, mais il espère de bonnes nouvelles du jeune frère Kazami. Dès que le protagoniste entre, il en rencontre un, mais il n'a pas de mal à le vaincre. Il se demande pourquoi il y a un serpent, car il est rare que des animaux normaux apparaissent dans les donjons. Il se dit que c'est peut-être dû au changement de schéma des donjons, et décide qu'il vaut mieux en finir au plus vite. Puis il poursuit son chemin jusqu'à ce qu'il traverse un portail et se retrouve dans un lieu très similaire au monde réel, mais la sensation à l'intérieur est différente. Puis Rue est attaqué par derrière. Peu après, des monstres serpents l'attaquent. Il utilise sa dague pour se battre et combat aussi au corps à corps. Il lance même un des serpents au loin, mais décide de battre en retraite car le nombre de monstres ne cesse de croître. Après avoir couru dans les bois, le protagoniste regarde en arrière et voit que les monstres ont renoncé à le poursuivre. Il décide donc d'avancer, en espérant que les matériaux qu'il trouvera en vaudront la peine. Cependant, dès qu'il entre dans une grotte, il tombe sur une personne et se demande si c'est un monstre humanoïde. Ce type de monstre est très rare. Ils sont généralement plus forts et plus intelligents que les autres. Les détails sont inconnus, car tous ceux qui en ont rencontré ont péri. Puis la créature repère le protagoniste et lui demande s'ils se sont déjà rencontrés. Rue se demande ce que cela signifie. Et comme il n'a reçu aucune notification de son système, il envisage la possibilité que cette créature ne soit pas un monstre. Il n'est pas sûr, car sa sœur a déjà mentionné des monstres qui posent des questions. Leur force change en fonction de la réponse. Une mauvaise réponse, et ils deviennent plus forts. Une bonne réponse, et ils s'affaiblissent. L'elfe à son tour dit qu'il veut voir ces 4 films, mais ne peut en choisir qu'un et demande lequel il devrait prendre. Rue se demande si ce type est sérieux. Il n'attaque pas, donc le protagoniste ne peut pas voir sa barre de statut. Il pense survivre à peine seul à un donjon de rang E, donc il ne peut pas vaincre une chose pareille. Il se demande alors s'il devrait jouer le jeu. Rue demande alors, pourquoi ne pas regarder tous les films? L'elfe dit que les bonnes choses doivent être savourées lentement, alors le protagoniste demande quel genre de film il aime. L'elfe répond qu'il les aime tous. Alors Rue suggère d'utiliser un dé pour décider lequel regarder. De cette façon, la décision peut être prise de manière impartiale. L'elfe demande comment l'utiliser. Rue pense qu'il ne doit pas baisser sa garde, et que jouer le jeu est peut-être sa seule issue. Il lui montre donc comment fonctionne le dé. En voyant le numéro, l'elfe dit que c'est le film qu'il voulait le plus voir et remercie sa chance. Pendant ce temps, le protagoniste se souvient qu'avant, l'elfe avait dit qu'il voulait tous les voir. Méfiant, il se met en position de combat. L'elfe demande ce qui ne va pas. Rue répond qu'il n'y a rien. Mais il demande ce que l'elfe compte faire maintenant. Il répond qu'il cherche un cadeau approprié pour Rue, puis lui demande ce qu'il aimerait recevoir. Quoi qu'il en soit, il arrache une page de son livre et dit que c'est pour remercier Rue de son aide. La page vole vers le protagoniste et se transforme en montre-bracelet. L'elfe dit que les humains reçoivent généralement ce genre de choses, alors il s'est dit que ça plairait à Rue. Il le remercie encore une fois et dit qu'il espère revoir le protagoniste à l'avenir. Rue est confus. Il n'a jamais entendu parler d'un monstre offrant un cadeau à un explorateur. Quoi qu'il en soit, il peut analyser la montre avec son système, et il n'y a aucun doute, car l'elfe est l'humanoïde le plus dangereux que Rue ait jamais vu. Mais tout ce qu'il a dit semblait si sincère, et il a même donné un objet rare comme si de rien n'était. Alors le protagoniste se demande, qui est-il? Loin de là, dans la capitale Sayu, une bataille a lieu dans l'arène, et le contact du protagoniste regarde. Mais il s'ennuie car les combattants sont faibles, jusqu'à ce qu'il regarde son téléphone et remarque des appels manqués du protagoniste. Il trouve ça étrange car Rue n'est pas du genre à faire ça, alors il décide de le rappeler. Quand il répond, il dit qu'il regardait un match dans l'arène et demande ce que Rue veut. Le protagoniste demande ce qu'il sait sur les monstres humanoïdes. Son contact est surpris et demande si Rue en a trouvé un, mais le protagoniste lui dit de simplement répondre à la question. Le contact dit que de tels monstres sont rares et que l'on sait peu de choses à leur sujet.
Même les 7 étoiles les rencontrent rarement, il n'y a donc pas de registres officiels. Les registres de donjons sont des objets rares qui détaillent les caractéristiques des donjons où on les trouve. Ils sont 100% exacts et très convoités par tous. Ru dit que la rencontre qu'il a eue semblait dangereuse, mais qu'il n'a pas été attaqué. Son contact lui demande s'il a tué le monstre. Le protagoniste demande si ce serait un problème. Le contact dit que oui, car si sa supposition est correcte, c'était le Tia. Il dit que le Tia est un humanoïde étrange sans profil. Personne ne connaît son vrai nom, mais on sait qu'il donne des objets rares à ceux qui le trouvent. Il y a 5 ans, quelqu'un l'a rencontré et a reçu un objet pouvant arrêter le temps pendant 3 secondes. Ru demande pourquoi cette information n'a jamais été rendue publique. Le contact est distrait par des débutants et se demande pourquoi ils agissent si sauvagement. Ru dit que ce sont des concurrents du tournoi d'aventure, alors son contact lui demande s'il sait quelque chose à ce sujet. Il dit que oui, mais demande qui organise tout ça. Pendant qu'il parle, il essaie d'utiliser la montre et remarque que, comme dans un jeu, elle semble décider des chiffres toute seule. Son contact dit qu'il ne sait pas qui l'organise, seulement que les 7 étoiles sont présentes. Ru demande si les 7 sont là. Le contact dit que non, seulement qu'a eu Fischl étant qui Norse. Il dit que Fischl est sur le point d'exploser et affirme que s'il devait choisir parmi ce groupe de mauviettes, il serait aussi furieux. Il dit ensuite qu'il doit arrêter Fischl avant qu'il n'explose. Après avoir raccroché avec le protagoniste, le contact pense que normalement il ne diffuse pas d'infos sur la Tia pour que les gens ne se fassent pas de fausses idées. Il a fini par oublier de le mentionner à Ru, mais se dit qu'il s'en sortira. Ailleurs, au siège de l'association des aventuriers, Charlie termine un appel et dit qu'il s'occupera de tout plus tard. Puis il demande des nouvelles de la personne qui l'attend. Judas Akikai, président de l'association des aventuriers, dit que Charlie doit être plus patient. Charlie dit qu'il attend déjà depuis des heures et prétend que ça doit arranger Fischl, puisqu'il est toujours en retard. Fischl dit que ce n'est pas vrai, et qu'il est seulement arrivé en retard car il était occupé par d'autres choses. Alors Kay dit qu'il a besoin de 2 choses. D'abord, il veut que Fischl sélectionne les participants, et quant à Charlie, il veut qu'il enquête sur quelque chose, mais tous deux finissent par refuser la demande. Kay demande pourquoi ils ne veulent pas aider. Fischl dit qu'entraîner ces mauviettes est une mauvaise idée. Ils se feront probablement éliminer, bien qu'il pense que c'est plus honorable que de perdre dans ce tournoi. Le vieil homme demande alors pour Charlie. Il répond qu'il n'a ni le temps ni les compétences d'enquêteur. Il veut juste rentrer chez lui. Kay voit une notification sur son téléphone et dit que tout est prêt. Ils ont 3 jours pour accomplir la tâche. Il déclare que c'est un ordre. Mécontent, Fischl dit que seul l'alpha devrait recevoir des ordres. Le vieil homme dit que les jeunes ne savent pas se tenir. Charlie, à son tour, dit que s'il est forcé d'entraîner de mauvais élèves, ce sera pire pour tout le monde. Il demande s'il y a une raison spécifique à tout cela. Kay dit qu'il est curieux de quelque chose et demande à qui Charlie a donné les informations sur l'Itia. Sur ce, Charlie arrête de se plaindre et dit qu'il accomplira la tâche. Le vieil homme dit alors qu'ils ont besoin des instincts et de la force de Charlie, et qu'il a donc intérêt à fournir de bons résultats. Loin de là, à la résidence Kazami, le protagoniste aide Yashikage à s'entraîner, mais réalise que c'est sa première fois. Yashikage dit qu'il court tous les jours. Ru demande combien. Il répond quelques milliers de pas. Ru dit qu'il est encore temps de se retirer et affirme que même si le garçon ne devient pas un aventurier, il peut vivre une vie digne d'admiration. Yashikage dit que ce n'est pas qu'il s'est relâché, il a eu une grave maladie plus jeune et est faible depuis, mais il dit qu'il ne s'en servira pas d'excuse. Ru demande s'il n'y a aucun moyen de guérir ça. Le garçon dit qu'il a déjà fait tout ce qu'il pouvait, même chercher des aventuriers de type guérisseur. Ru dit que les donjons sont pleins d'objets rares comme la panacée. Mais Yashikage dit que les objets des donjons sont une question de chance, et que beaucoup de gens cherchent les mêmes choses. Personne ne révélerait même en avoir trouvé un. Cependant, il dit qu'il y avait quelqu'un prêt à faire un marché, une sorte de monstre. Immédiatement, Ru se demande s'il fait référence à la Tia. Il fait semblant de ne pas comprendre, mais le garçon dit que ce monstre est extrêmement mystérieux. Tout ce qu'il sait, c'est qu'une des 7 étoiles l'a rencontré il y a quelque temps. Pour une raison quelconque, ils ont fini par parler au lieu de se battre. L'arme que l'alpha utilise maintenant a été reçue à ce moment-là. Il dit que d'autres ont aussi rencontré la Tia et ont affirmé qu'ils ne donnent pas seulement des objets rares gratuitement, mais s'engagent aussi dans des échanges équivalents. Ru pense que les informations de Charlie ne mentionnaient rien sur les échanges et se demande si cela a été omis ou si son maître ne le sait pas non plus. Il demande s'il peut emprunter le village pour un moment. Le garçon dit oui et demande si Ru va s'entraîner seul. Le protagoniste confirme que oui. Pendant ce temps, il pense que la plupart des ressources de combat appartiennent à l'association ou aux guildes. Ru ne veut rien devoir à l'association ni être lié à un groupe, mais il pense qu'il peut essayer de les acheter lui-même. Car à moins d'une nécessité absolue, il préfère ne toucher à rien de ce que sa sœur a laissé. Quelques jours passent jusqu'à ce qu'il rentre chez lui et que le protagoniste soit pris par surprise. Il voit que la porte d'entrée a été détruite. Et dès qu'il entre dans la maison, il est attaqué par un projectile. Il évite de justesse un coup direct. En regardant dans son salon,
le protagoniste voit Fish von Mestus et demande si c'est ainsi qu'un membre des 7 étoiles traite les gens. Fish dit que le protagoniste doit être ce salaud de frère de Nana. Ru n'est pas du tout content de ça et exige qu'on lui rende le portrait de sa sœur. Fish dit qu'il n'a aucun droit de le posséder. Ru dit qu'il ne le demandera pas une deuxième fois, alors Fischl demande ce qu'il fera s'il ne le récupère pas. Le protagoniste essaie alors de le frapper, mais Fischl le bloque et lui dit de ne pas être si prétentieux. Ru ne s'y attendait pas. Et immédiatement après, il est plaqué contre le mur. Fischl dit que le protagoniste n'a même pas visité la tombe de Nana, donc il ne peut pas se dire son frère. Avec toute cette provocation, le protagoniste se souvient de sa sœur et de son dernier anniversaire, et il ne pense pas que ce que dit Fischl soit juste. Alors il recule loin du membre des 7 étoiles. S'approchant assez pour riposter, Fischl esquive la gifle qu'il allait recevoir, mais le protagoniste a été malin et l'a utilisé comme diversion, car son vrai coup était un coup de genou. Après cela, Ru porte un autre coup, cette fois un coup de poing en plein visage de Fischl. Le guerrier rusé n'aime pas prendre des coups comme ça, mais sa provocation a vraiment énervé son adversaire. Ru parvient à récupérer le portrait de sa sœur et demande pour qui Fischl se prend pour dire qu'il n'est pas un bon frère. Il dit aussi qu'il ne veut plus entendre d'insultes d'un étranger et ordonne à Fischl de sortir de sa maison. À son tour, Fischl révèle que la dernière fois qu'il a vu Ru, c'était le genre de gars qui était essoufflé juste en montant et descendant les escaliers. Fischl avait observé Ru avant de le confronter et pensait qu'il n'était qu'un gamin faible. Mais maintenant qu'il a vu sa force de près, il demande si Ru a attendu que sa sœur meure pour devenir fort. Il demande aussi si Ru a entendu dire que Nana était stupide d'avoir risqué sa vie pour un frère inutile. Fischl dit que contrairement à Ru, il est un explorateur respectable et a risqué sa vie pour Nana de nombreuses fois depuis qu'elle a rejoint les 7 étoiles. Il estime donc avoir le droit de dire tout ce qu'il a dit jusqu'à présent. Il dit qu'il était toujours aux côtés de Nana, sauf le jour de sa mort, et que s'il avait été là, elle serait encore en vie, et c'est pourquoi il s'en veut de ne pas l'avoir protégée. Fischl est anéanti par ce qui s'est passé et se sent coupable. Ru lui demande alors pourquoi il n'était pas là ce jour-là avec sa sœur. Il répond que Nana disait que son grand frère était la personne la plus gentille au monde, mais il pense qu'elle ne savait pas à quel point Ru était froid en réalité. Ru dit que Fischl n'a pas le droit de se mêler de la relation entre frère et sœur, et veut juste savoir pourquoi il n'était pas là ce jour-là. Mais s'il ne veut pas en parler, il peut partir. Fischl hésite, se demandant pourquoi Ru veut savoir ça, et s'imagine qu'il prépare une vengeance. Mais le protagoniste dit qu'il ne croit pas que Nana se soit sacrifiée. Il dit que Nana avait un objet lui permettant de s'échapper instantanément du donjon, mais Fischl ne croit pas qu'elle aurait utilisé une telle chose. Ru dit que ce n'est pas si simple et que Fischl sait mieux que quiconque que les objets spéciaux d'évasion forcée n'ont pas de conditions strictes. Fischl dit alors que quelqu'un a dû faire quelque chose pour l'empêcher de l'utiliser. Connaissant la personnalité de Nana, Ru dit qu'elle ne l'aurait jamais utilisé pour abandonner ses camarades, car elle ne les aurait jamais laissés derrière pour s'enfuir seule. Pourtant, Fischl dit qu'il n'y avait aucun traître dans son équipe, et il parierait sa vie là-dessus. Ru suggère que quelqu'un aurait pu utiliser un objet spécial. Quand quelqu'un entre dans un donjon, celui-ci est temporairement scellé. Si quelqu'un utilisait un objet spécial pour forcer l'entrée, les stats du boss doubleraient. Fischl réalise que cela transformerait un boss facile en une menace sérieuse. Ru dit que les déplacements des 7 étoiles sont ultra secrets. Donc soit il y a un traître, soit le réseau de renseignement ennemi est divin. S'il n'y avait pas d'ennemi, Nana aurait pu se trouver dans une situation où elle ne pouvait pas utiliser l'objet. Les objets spéciaux de type plafond mettent le donjon en confinement, éliminant tout l'oxygène en moins de 3 minutes. Même si le noyau est détruit, il n'y a pas d'issue, elle aurait donc dû utiliser un objet d'évasion forcée. Ru pense que Nana a peut-être donné l'objet pour aider un coéquipier et est resté. Fischl dit que c'est trop à encaisser et que de tels objets sont rares et difficiles à obtenir. Mais Ru dit que pour un membre des 7 étoiles, cela ne veut rien dire. Ce jour-là, Fischl révèle qu'il devait accompagner Nana, mais il a reçu un signal de détresse. Il venait du fils d'un gros bonnet, un freluquet qui n'avait rien à faire dans un donjon. Il a enquêté par la suite pour abus de pouvoir, mais rien d'autre n'a été trouvé sur ce père et ce fils. Fischl soupçonnait que Nana avait été piégée et que quelqu'un lui avait tendu un guet-apens, mais il n'y a aucune preuve. Il ne comprend donc pas comment Ru peut affirmer que Nana n'est pas morte au combat, mais le protagoniste dit que sa sœur avait fait une promesse. Elle a dit qu'elle reviendrait, quoi qu'il arrive. Sur ce, Fischl dit qu'il commence à comprendre pourquoi Nana tenait tant à son frère. Il sort alors un objet spécial, révélant une épée qui appartenait à Nana. Elle la portait toujours en mission, et il pense maintenant qu'il vaut mieux que son frère l'ait. Le protagoniste le remercie pour ce cadeau, mais demande si les autres membres sont d'accord. Fischl dit qu'il n'a besoin de la permission de personne pour rendre le trésor de Nana à sa famille. Il donne aussi une carte à Ru et dit qu'il ne sait pas ce que Ru prépare, mais qu'avec sa force actuelle, même en essayant de découvrir la vérité sur la mort de Nana, il n'atteindra même pas la ligne de départ. Il ajoute qu'il n'a pas utilisé toute sa force contre Ru, donc il ne devrait pas s'en vanter. Tant que Ru comprend qu'actuellement les ressources de combat sont monopolisées, Fischl pense qu'il doit veiller sur lui à la place de Nana.
Le protagoniste pense que si Fischl avait été sérieux, il serait à terre d'un seul coup et il aimerait aussi apprendre un peu l'escrime. Puis en regardant la carte que Fischl lui a donnée, il trouve exactement ce qu'il voulait. Mais alors qu'il s'apprête à partir, Fischl dit que le successeur de Nana a déjà été choisi. Ru demande alors de qui il s'agit. Quelque temps plus tard, le protagoniste organise une rencontre avec Yashikage. Le garçon s'excuse d'être en retard, mais Ru lui dit de ne pas s'inquiéter et lui demande s'il est blessé. Yashikage dit qu'un type bizarre attaquait les gens, mais qu'il s'en est sorti indemne. Apparemment, le type ne ciblait que les gens avec des voitures, mais il dit que Ru n'a pas l'air surpris. Le protagoniste dit que depuis que les donjons sont apparus, des fous comme ça ont commencé à surgir aussi. Yashikage acquiesce et dit que survivre n'est pas facile, que l'on soit un aventurier ou une personne ordinaire. Quoi qu'il en soit, il veut connaître la raison de la rencontre, et Ru dit qu'il a besoin de couteaux de lancer autoguidés et de l'équipement qui va avec. Le garçon dit que pour l'équipement, la compagnie Daisy peut sans doute aider, mais des couteaux contrôlables, ça semble difficile. Il faudra donc demander le prix le plus bas possible. Au fait, il aimerait l'avis de Ru sur quelque chose, car il pense créer une guilde, mais ça attire la mauvaise attention. Ru pense que c'est juste, mais dit qu'il faut au moins 3 personnes pour former une guilde et demande s'il a quelqu'un en tête. Yashikage dit qu'il aimerait que Ru fasse partie de sa guilde, mais le protagoniste le remercie pour l'invitation et dit qu'il n'est pas intéressé. Le garçon dit alors qu'il s'occupera de la demande de Ru et s'assurera que personne ne le remarque. Juste après, Ru est surpris par quelque chose qu'il voit. Yashikage voit son frère à la télé et dit qu'il est allé jusqu'à l'extrême sud et est revenu en seulement 2 jours. Aux côtés de Chinchin se trouvent tous les 7 étoiles. Le protagoniste regarde tout cela sérieusement, surtout quand il entend des gens parler des rumeurs sur la mort de Lumière Vive, et cela le contrarie visiblement. Il se souvient que Fischl a dit qu'il ne pouvait pas révéler qui prendrait la place de Nana, mais que c'est la personne la plus innocente et pitoyable du conseil. Fischl ne voulait rien imposer à Ru, car même les 7 étoiles ne peuvent changer ce qui s'en vient. Il retournait à la capitale peu après et a dit que Ru la prendrait par les nouvelles. Et si cela le frustrait, Fischl lui a conseillé de devenir plus fort, assez fort pour se tenir aux côtés des 7 étoiles. Sinon, il serait une fois de plus désespéré par sa propre impuissance. De retour au présent, Yashikage dit à Ru de ne pas se laisser abattre par les rumeurs, car il y a toujours des gens qui disent n'importe quoi. Le protagoniste dit qu'il va bien, mais veut savoir comment se passe l'entraînement du garçon. Yashikage est pris au dépourvu et ne s'attendait pas à cette question maintenant, alors il essaie d'esquiver. Le protagoniste dit qu'il part car il a quelque chose à faire et le contactera bientôt. Sur ce, Yashikage dit que Ru est assez froid, mais pense qu'il serait pareil s'il entendait des gens mal parler de son propre frère. À un autre moment, le protagoniste se rend au dojo d'escrime Fuwa jusqu'à ce que d'autres le regardent s'entraîner et se moquent de lui parce qu'il n'a pas d'instructeur. Mais ils savent que Ru est fort, même s'ils ne comprennent pas sa méthode d'entraînement. Peu après, Maître Komoda apparaît et demande si Ru a terminé. Le protagoniste répond que oui et est heureux de revoir le maître. Komoda dit que jusqu'à présent, Ru n'a fait que des mouvements de base pendant 2 semaines d'affilée. Mais Ru répond que le maître lui-même lui a enseigné que pour devenir fort, il faut maîtriser les bases. Komoda dit alors que Ru peut continuer à se concentrer sur les bases ou commencer un vrai entraînement à l'épée et lui demande ce qu'il préfère. Ru dit que le maître lui a dit de s'en tenir aux mouvements de base pendant au moins 1 mois. Komoda dit alors qu'il pensait que Ru n'était qu'un gosse de riche essayant de se la jouer avec une épée et que lorsque Ru se décidera pour son entraînement, il devra le lui faire savoir. Le protagoniste dit qu'il espère être guidé par le maître. Komoda aime entendre ça. Il dit qu'à son avis, le summum de l'escrime n'est qu'une seule chose. Puis il saisit une épée au mur et la lance vers le protagoniste. Ru est surpris par ce geste, et le maître dit que c'est la vitesse. Si vous êtes plus rapide que n'importe qui, vous pouvez gagner même avec des mouvements limités. Puis il dit à Ru de montrer à quel point il peut être rapide. Ru pense qu'en voyant la carrure du maître, la plupart supposeraient qu'il mise tout sur la puissance. C'est ce qu'il pensait aussi, et il lance son épée. Le maître dit que c'était une belle frappe, pleine d'intention, mais il la part facilement. Ru pense que la vitesse vient de la puissance. Contrairement au couteau, les épées ne sont pas faites pour être lancées, et même ainsi, il n'y a pas assez de puissance derrière. Le maître dit que Ru commence à comprendre et lui demande s'il sait ce qui vient après. En réponse, le protagoniste dit qu'il doit entraîner davantage sa vitesse, pas seulement sa technique à l'épée. Komoda dit que la souplesse l'emporte sur la dureté et demande si Ru va dans cette direction. Le protagoniste répond que ce n'est pas seulement de la vitesse pure. Il vise l'équilibre, quelque chose de plus stable. Komoda dit que Ru n'est ni anxieux ni arrogant et a le bon état d'esprit, mais son instinct d'épéiste lui dit que quelque chose cloche. Le maître dit que beaucoup se battent déloyalement ces temps-ci et il espère que Ru gardera les pieds sur terre et suivra le droit chemin, car il place de grands espoirs en lui. Il dit que Ru devrait montrer sa gratitude par des actes, pas par des mots, et lui dit de l'inviter à dîner un jour. Mais pour l'instant, il s'en va. Avant cela, il a une dernière chose à dire et révèle que des fils de riches cherchent Ru ces derniers temps. Donc, s'il ne veut pas d'ennui, il vaut mieux qu'ils se cachent quelques jours jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Quelque temps plus tard,
le protagoniste se rendit dans un donjon de rang E. Il en profite pour utiliser l'épée qui appartenait autrefois à sa sœur. Après avoir vaincu les monstres, il absorbe leur corps dans son inventaire. Mais c'est la première fois qu'il trouve quelque chose de plus exotique, et son système l'en alerte. Rue est un peu perplexe. Quoi qu'il en soit, il détruit le cœur du donjon, car il sait que le temps à l'intérieur est limité. Les cadavres de monstres ne peuvent pas être sortis, mais ils peuvent être utilisés dans le donjon. Au début, les raids de donjon étaient durs, et le manque de provisions a poussé certains à manger de la viande de monstre.